Deux bâtiments, deux visions, deux styles d'architecture, mais un même objectif, représenter le pouvoir. Pourquoi le Sénat est-il logé dans un ancien palais royal alors que le palais Bourbon ressemble à un temple grec? Je m'appelle Lara, je suis architecte et aujourd'hui on va répondre à cette question. Comment l'histoire et l'architecture de ces monuments racontent-elles deux façades du pouvoir en France? Ces deux palais incarnent deux approches du pouvoir législatif. Les deux chambres du Parlement français participent à l'élaboration des lois, travaillent sur les textes législatifs. Classés aux monuments historiques, ces symboles de la République française ont été enrichis au fil du temps pour répondre à leurs nouvelles fonctions politiques. Et chacun a été construit par une femme à un siècle d'écart, on en reparle juste après. Mais au-delà de leurs fonctions politiques, ces monuments emblématiques sont porteurs de messages symboliques et témoins des bouleversements qui ont marqué la France. Quel secret cachent ces monuments? Et d'ailleurs, tu savais que l'un d'eux avait été une prison? Allez viens, je t'explique. Bref, tu vas comprendre comment l'architecture de ces bâtiments reflète leur rôle politique, comment leur inscription dans le paysage politique et urbain participe à la symbolique du pouvoir et à leur ancrage dans le territoire. Tu vas voir que chaque pierre a quelque chose à nous raconter selon ses origines et ses influences. Prépare-toi à une plongée au cœur du patrimoine politique français. On va commencer par le palais du Luxembourg. En 1612, Marie de Médicis, c'est la veuve d'Henri IV et la mère de Louis XIII, et elle veut s'éloigner de l'ambiance pesante du Louvre. Elle veut une résidence qui lui ressemble, lui rappelle son enfance en Italie. Elle choisit donc l'architecte Salomon de Brosse, l'un des plus grands architectes de l'époque. Elle lui commande un palais digne des villas toscanes, c'est pour ça que son style s'inspire clairement des palais italiens. On reconnaît nettement l'influence du palais Pitti, avec ses bossages en façade, mais avec quelques touches françaises quand même, comme la pierre calcaire ou ses hautes toitures en ardoise. Le résultat mêle donc classicisme français et influence italienne, avec des façades ornées et des jardins somptueux conçus initialement à l'italienne. Ils vont évoluer par la suite. Petite anecdote, Marie de Médicis voulait tellement reproduire l'atmosphère italienne qu'elle a importé des artisans venus directement de Florence, et même des essences d'arbres typiques de la Toscane. Marie de Médicis a même fait planter des orangers dans son jardin. Ces arbres, aujourd'hui conservés à l'orangerie, sont parmi ceux les plus anciens de Paris. Le palais Bourbon, lui, naît dans un contexte tout à fait différent. En 1722, Louis-Françoise de Bourbon, fille de Louis XIV et de Madame de Montespan, bref, fait construire une résidence aristocratique qui reflète son rang. C'est une haute dame. Elle décide de faire construire une demeure à son image, symbole de prestige et de raffinement qui en jette. Elle choisit un emplacement stratégique, proche des grandes avenues de Paris, près de la Seine, pour affirmer son statut dans la haute société. Car oui, à l'époque, la rive gauche reflète la volonté d'être au cœur de l'élite intellectuelle et politique. Le palais est conçu dans un style classique français, mais il évolue rapidement avec l'ajout d'une colonnade néoclassique sous Napoléon, qui veut en faire un symbole d'une grandeur républicaine. Je t'explique ça un peu plus tard. Revenons d'abord au palais du Luxembourg pour comprendre comment il est devenu le siège du Sénat. La vie de Marie de Médicis prend un tournant tragique. Elle est exilée par son propre fils, Louis XIII donc, et doit abandonner son palais. Après sa mort, le palais change plusieurs fois de fonction. Le bâtiment devient tour à tour une résidence princière, puis une prison pendant la Révolution où des figures célèbres comme Danton y seront enfermées. Puis en 1799, Napoléon Bonaparte en fait le siège du Sénat. Le palais conserve ce rôle, le Sénat devient donc une institution durable, alors même que les régimes politiques sont instables pendant tout le 19e siècle entre Empire, Restauration, République, re-Empire, re-République, bref. Sa localisation dans le 6e arrondissement, près du centre politique et administratif, en fait un emplacement stratégique, tout comme pour le palais Bourbon. Sa taille et son architecture imposante répondaient bien aux besoins d'une institution représentative importante. Le palais a été adapté au fil des décennies sans perdre son caractère. Le palais Bourbon connaît lui aussi des transformations majeures. Quand la Révolution arrive, le palais est confisqué par l'État. En 1795, il devient le siège du Conseil des 500. C'est l'un des premiers organes législatifs de la République, c'est l'ancêtre de l'Assemblée nationale actuelle. Il devient donc le lieu de réunion des parlementaires. Napoléon ordonne l'ajout de cette fameuse colonnade en 1806 pour renforcer l'aspect solennel du bâtiment. Elle rappelle l'architecture antique, un style en vogue au début du XIXe siècle. Contrairement au palais du Luxembourg, le palais Bourbon a toujours été conçu pour impressionner avec ses proportions massives.
massive. Cette colonnade, elle a été critiquée à l'époque pour son style jugé trop froid, ou austère pour certains. Mais aujourd'hui, c'est un des symboles de Paris, c'est un véritable temple dédié à la souveraineté du peuple. L'installation de l'Assemblée nationale au Palais Bourbon, elle a été officialisée sous la Troisième République, donc qui va de 1870 à 1940. C'était un symbole fort de la démocratie représentative en France, où se réunissent encore aujourd'hui les députés élus pour discuter et voter les lois. Les symboles architecturaux des deux palais reflètent aussi leur rôle dans la politique française. Si on compare les deux bâtiments, la différence de style raconte déjà deux histoires. Le palais du Luxembourg, entouré de son jardin éponyme, ouvert au public, respire la tranquillité et la sérénité. Il reflète son origine royale, organisée autour de cours intérieures, avec un bâtiment central qui s'étend en aile latérale. Initialement conçu comme un jardin à l'italienne, ce jardin a été transformé en jardin à la française, puis adapté au goût anglais sous Napoléon III. Aujourd'hui, c'est un des lieux les plus fréquentés par les Parisiens et les touristes. Le jardin du Luxembourg s'étend sur environ 23 hectares. Il comprend des fontaines célèbres comme la fontaine Médicis, des parterres de fleurs, des statues et un grand bassin central, qui était d'ailleurs gelé tellement qu'il faisait froid au moment où j'ai filmé ces plans. Les façades du palais du Luxembourg, elles sont sobres, équilibrées, ornées de pilastres, de corniches, ce qui rappelle les villas à l'italienne, mais aussi avec une touche du classique à la française. C'est vraiment un parfait mélange. Le palais du Luxembourg incarne donc la stabilité et l'enracinement des collectivités territoriales. C'est un lieu conçu pour la réflexion en écho à son rôle actuel de Sénat. Le palais Bourbon, en revanche, lui, se veut beaucoup plus monumental. Avec son impressionnante colonnade ajoutée sous Napoléon et son alignement parfait avec la place de la Concorde, il affiche un message clair. Ici, c'est le cœur du pouvoir républicain. Sa colonnade néoclassique s'inspire clairement des temples grecs, elles sont d'ailleurs toutes corinthiennes, pour incarner la nationalité et la souveraineté populaire. Sa façade est certes très impressionnante, mais elle reste plutôt sobre par rapport à des palais royaux comme Versailles. Et sa façade sur cour, donc de l'autre côté de la Seine, est elle sobre et élégante, typique du style classique français. À l'intérieur, les différences continuent, même si les deux bâtiments regorgent de détails fascinants. Le palais du Luxembourg est richement décoré dans un style baroque et aristocratique avec l'influence royale que l'on retrouve dans ses peintures ou ses mascarons qui représentent des visages mythologiques qui ont évolué sous les différents régimes. Les matériaux sont particulièrement luxueux entre le marbre ou le bois sculpté. Entre 1835 et 1856, des travaux majeurs sont menés. On ajoute une nouvelle aile pour agrandir le palais. Le décor intérieur est enrichi avec des peintures et des sculptures pour glorifier la fonction législative. Et sa pièce la plus emblématique, c'est la salle des séances. Elle date donc de cette époque de grands changements. Elle est richement décorée, conçue dans un style néoclassique, avec cette magnifique coupole, des peintures, des boiseries, des fresques qui rappellent son héritage royal, et des sièges disposés en hémicycle. C'est là que les sénateurs se réunissent pour débattre et voter les lois. L'hémicycle du Sénat est relativement petit, feutré, intime, bien qu'il soit absolument magnifique, mais c'est le reflet de ses seulement 348 membres. La bibliothèque du Sénat, elle a été décorée par Delacroix et c'est une œuvre à elle seule. Chaque détail raconte une partie de l'histoire de France. Elle est située dans la longue galerie de 52 mètres qui donne sur le jardin du Luxembourg. Elle est extrêmement décorée, abrite des collections précieuses, dont des monuments historiques et des ouvrages rares. Le Palais Bourbon, lui, reste dans un style néoclassique aussi à l'intérieur, donc plus sobre avec des fresques exaltant les vertus républicaines, comme la justice et la liberté. Alors que l'hémicycle du Sénat est conçu pour la réflexion, la stabilité, celui de l'Assemblée nationale, dominé par un décor somptueux, est plus grand, plus vaste et plus solennel, adapté au débat des 577 députés, souvent bien animés. Les sculptures et les fresques célèbrent les grands principes républicains comme la liberté, l'égalité et la fraternité. Le perchoir, la tribune du président de l'Assemblée et tous les bancs des députés sont organisés dans cet hémicycle, une forme symbolique d'égalité entre toutes les personnes. Il a été conçu en demi-cercle pour favoriser les débats et rappeler les théâtres antiques. La bibliothèque de l'Assemblée nationale est ornée de fresques peintes par Eugène Delacroix également, qui réalisait en même temps les deux bibliothèques. Ce travail, souvent interrompu par les sessions parlementaires, qui obligeaient à démonter et remonter les échafaudages, a pris plus de 9 ans. Sinon, plusieurs salons d'apparat sont décorés dans un style inspiré du XVIIIe siècle, avec des tapisseries, des dorures, des peintures invoquant des thèmes mythologiques et historiques.
Aujourd'hui, les deux bâtiments combinent leur rôle institutionnel et leur dimension patrimoniale. Le Palais du Luxembourg, classé monument historique depuis 1840, accueille non seulement les activités parlementaires, mais aussi des expositions, des cérémonies officielles et des événements culturels. En bref, le Sénat siège au Palais du Luxembourg en raison de son histoire qui le lie à la représentation politique depuis Napoléon, mais aussi grâce à l'architecture et l'aménagement qui en font un lieu adapté aux fonctions parlementaires. Le Palais Bourbon aujourd'hui est non seulement un lieu fonctionnel pour les activités parlementaires, lui aussi, mais c'est aussi un symbole de la continuité démocratique en France. Il incarne ce dialogue entre le passé monarchique et l'évolution républicaine, visible à travers sa riche architecture et ses transformations au fil de tous les régimes du 19e. Pendant toutes ces années, des aménagements ont été réalisés pour répondre aux besoins de l'Assemblée, notamment par l'ajout de bureaux ou de salles de réunion dans des bâtiments annexes. La sécurité, l'équipement audiovisuel et l'accessibilité ont également été modernisés tout en conservant l'intégrité historique du bâtiment. Le Palais Bourbon, c'est donc bien plus qu'un simple bâtiment administratif, c'est un témoin vivant de l'histoire politique française et c'est une œuvre d'art architecturale à part entière. Chacun de ces deux bâtiments traduit une vision différente du pouvoir. Pour le Palais du Luxembourg, c'est la stabilité et l'héritage monarchique réinterprétés, réadaptés à la République. Et pour le Palais Bourbon, il s'agit de la centralité, de la représentation directe du peuple et de la modernité républicaine. Les deux bâtiments symbolisent la dualité du système parlementaire français et ses racines historiques. Alors que le Palais du Luxembourg incarne la tradition aristocratique dans un cadre verdoyant, à proximité des citoyens, le Palais Bourbon, lui, affiche une image plus austère et urbaine, en phase avec son rôle de représentation populaire. Ces différences reflètent les spécificités des deux chambres, tout en participant à l'harmonie du paysage institutionnel français. En bref, ces deux palais incarnent deux visions complémentaires du pouvoir en France. Le Palais du Luxembourg, ancré dans la tradition et la réflexion, et le Palais Bourbon, symbole de la démocratie, de souveraineté nationale et de grandeur républicaine. Alors lequel de ces deux palais t'inspire le plus? Lequel de ces deux palais représente selon toi le mieux la France aujourd'hui? As-tu déjà visité l'un d'eux? Je te laisse me dire tout ça en commentaire. Si cette plongée dans l'histoire et dans l'architecture du pouvoir t'a plu, tu peux aimer et partager cet épisode. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne Percé pour soutenir mon travail. En attendant, on peut se retrouver sur Instagram pour suivre toute l'actualité de Percé ou sur TikTok pour voir les coulisses de la chaîne. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao! Représenter le pouvoir législatif reflète-t-elle leur institution institutionnelle? Cocorico.